Vous êtes céramiste, mais spécialisé en poterie pour le thé ou d'autres choses, ou les arts de la table? Oui, alors j'ai vécu 2 ans au Japon. J'ai été initié à la cérémonie du thé. Donc, avec beaucoup de collections de thé, de poterie rapportée du Japon, j'ai décidé de faire ma propre poterie. Donc, j'ai suivi des cours ici au Canada et je me suis inspiré des poteries que j'ai ramenées du Japon. Là, vous fabriquez à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ça? Voilà, j'ai un petit atelier à la maison. Donc, je travaille autour, je fais le galetage et j'ai mon four. Et donc, je fais mes petites fournées pour des expositions comme ici aujourd'hui au Festival du thé. Alors, dans les poteries que vous faites, les céramiques, est-ce que vous faites les mêmes techniques que vous avez apprises au Japon? Voilà, tout à fait. Donc, différents bols de thé, les chawan pour la cérémonie du thé. Donc, chaque bol a une spécificité et on essaie d'aller chercher un peu les poteries les plus individuelles possibles pour que chacun ait sa propre signature. Où est-ce qu'on peut acheter vos produits? Soit en ligne ou lorsque je fais des présentations comme ça là, en festival. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la production à la chaîne. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Vous importez des thés, vous faites des mélanges, vous faites des saveurs spéciales. Quelles sont les saveurs à la mode? Maintenant, le saveur à la mode, c'est beaucoup le gingembre, la citronnelle, le curcuma. Aujourd'hui, j'ai tout vendu mon curcuma. C'est un bon anti-inflammatoire. Les gens aiment beaucoup la rose, la menthe. C'est des saveurs toutes populaires maintenant. Il y a le matcha qui est extrêmement populaire aussi à la boutique de thé. Oui. Est-ce que les gens recherchent plus un côté médical, on pourrait être médicinal, plus Un peu de tout. santé ou le goût? C'est quand même, les gens veulent le bienfait santé, c'est beaucoup plus accessible. Et il veut aussi, c'est comme beaucoup moins de caféine, il y a la théine, il y a beaucoup de bienfaits à un thé comparé à d'autres choses qui sont sur le marché maintenant. Merci. Merci. Problème. En fait, nous, ce qu'on aime, dans quoi on spécialise, c'est dans l'importation de kimonos usagés et d'antiquités japonaises, seconde main, parce que le Japon est une société qui est vieillissante, donc il y a énormément d'objets usagés que les gens se départissent. Donc, ce qui est fantastique avec les kimonos et avec les soies, c'est que ça ne se jette pas, ça ne se gaspille pas. Si on fait faire un kimono neuf, on va acheter un rouleau neuf comme celui-là. Et même un kimono en fin de vie utile, s'il est taché, s'il est abîmé, s'il est déchiré, on va simplement le désassembler et récupérer la soie pour pouvoir ensuite la transformer, fabriquer des nouveaux vêtements avec, fabriquer des accessoires, des sacs. Mais dans tous les cas, un kimono, ça ne se jette pas. Ça se récupère et nous, c'est dans ça qu'on se spécialise. Leur donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie pour être sûr qu'il passe à travers le temps. Ça, c'est une veste pour homme, donc? Oui, un haori. C'est H-A-O-R-I. C'est la veste qui va par-dessus le kimono. Donc, c'est vraiment un survêtement, un veston qui va aller par-dessus le kimono traditionnel. Et c'est celui du grand-père de votre épouse, vous m'avez dit? Exactement. Et on a l'impression qu'il est pratiquement neuf, comme vous dites, il n'a peut-être pas beaucoup porté. Non, il n'a pas été beaucoup porté. Souvent, ceux-là, les vêtements pour hommes, c'est les plus difficiles à trouver pour nous dans le seconde main. Parce que neuf, c'est impossible, dans le sens que c'est toujours fait sur mesure. Alors, comme sur mesure, c'est impossible de les avoir ici, à moins que quelqu'un soit vraiment prêt à y mettre le prix. C'est extrêmement dispendieux. Nous, on va aller dans le vintage de seconde main. C'est la seule façon d'être capable d'avoir un prix raisonnable pour les gens d'ici. Sinon, il faut vraiment aller au Japon et les faire faire par des artisans locaux. Est-ce que c'est populaire ici? Quand même, oui. Les vêtements pour hommes, honnêtement, on a beaucoup plus de difficultés à en trouver qu'à en vendre. C'est très, très rare au Japon. Même au Japon, même qu'on va sur place, c'est très difficile de trouver les kimonos pour hommes. Et habituellement, quand on les ramène à Montréal, on a le temps de faire un événement, une journée dans un événement et c'est tout parti. On a des listes d'attente. Donc, on a des gens qui nous suivent sur les médias sociaux juste pour savoir quand les vêtements pour hommes vont arriver. Parce que c'est extrêmement difficile à trouver dans les vêtements qui sont plus esthétiques. Merci. Donc ça, c'est une assiette en bois qui a été laquée, dans laquelle on va ajouter des oxydes de métaux pour faire le noir ou faire le rouge. Et pour faire le jaune, c'est de la poudre d'or. Donc, on va saupoudrer l'or sur la laque fraîche, on va ajouter les feuilles d'or, on va ajouter une couche de laque transparente, polir, laque, poli, laque, poli. Oui, mon
très aimante. Blé, comment vous est venue l'idée de faire du thé? C'est une passion après avoir travaillé dans le vin. En fait, en France, dans le sud-ouest de la France, je travaillais dans le vin puis je trouvais le monde, la dégustation passionnant, mais un peu snob, un peu élitiste. Puis le thé, c'est vraiment ça, en fait, avec l'humilité, toutes les valeurs orientales. Donc, ça m'a tout de suite séduit. J'ai vu que vous faites beaucoup d'assemblages. Hein? On fait des mélanges de tisanes, des chais, des trucs comme ça, mais on est vraiment dans le thé nature. C'est sans assemblage du tout. C'est vraiment le thé de terroir. Et ça vient un peu partout dans le monde? Vous avez un pays préféré? Chine, Taïwan, Japon principalement. Un peu Népal, l'Inde, Sri Lanka. C'est à peu près ça. Sinon, c'est vraiment les pays producteurs où la qualité est la meilleure. Vous faites tous ces voyages-là? Là. Oui, chaque printemps. Merci. Merci.